How do you do? RadioPirate.com. Radio Pirate. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. Ben, la première nouvelle des Radio Pirate News, c'est une vraie nouvelle de Radio Pirate News. Jerry. Yes, sir. Mr. White. Tiger. Donc, beaucoup de monde. Aujourd'hui, c'est bizarre, hein, parce que, tu l'as dit, on a eu probablement, je vous dirais, la journée la plus parfaite de l'été hier. Incroyable. OK? Journée exceptionnelle. Journée... il n'y a pas un mot à dire. Il n'y a pas un mot à dire. Écoutez, c'était juste parfait. Où on était ici, aux alentours de 26-27 degrés. Pas beaucoup d'humidité. Ciel de feu. Pas un nuage. Soleil de plomb. Pas de vent. Rien. C'était tout simplement magnifique. Extraordinaire. Ma blonde et ma fille, pendant que je faisais un petit peu de teinture, sont partis longtemps sur le fleuve. Puis, c'était incroyable. Mais en même temps, je vous annonce qu'aujourd'hui, parce que là, la fête du travail est terminée, et qu'on voit passer les autobus jaunes, eh bien, c'est officiellement la fin de l'été. Je sais que l'été finit le 21 septembre. On peut avoir des belles journées en octobre, mais ce que je veux vous dire, c'est que là, c'est parti pour vrai. Là, c'est parti pour vrai. Les vacances sont un peu finies. Ah oui, mais on a encore Saint-Tite. Je le sais, vous avez Saint-Tite. Mais dans la vie de tous les jours, dans les bureaux, habituellement, les vacances sont pas mal faites. Les gens retournent à l'école. Mes deux filles sont de retour à l'école, donc bonne chance à ma Juju qui vient juste de partir. Ma fille, il reste un an. Puis après, elle fait son CPA et c'est terminé. Elle commence avec le bureau avec lequel elle est, avec le coefficient pour de bon par après. Donc, à bien hâte. Je ne sais pas où vous êtes rendu dans votre histoire avec vos enfants. Ils sont peut-être déjà bien loin. Ou encore, vous êtes dans le processus que ça se termine pour le secondaire ou n'importe quoi. Donc, c'est toujours des grosses saisons qui commencent à ce temps-ci de l'année. Un gros push jusqu'à Noël. Donc, un peu de jus. On va voir un peu comment ça se passe pour le reste, en espérant que c'est bien, en espérant que tout se passe bien de votre côté. Tiens, j'ai envie de te demander, parce qu'on est parti 4 jours. Vendredi, j'étais là pour un petit podcast, mais je veux dire, on a quand même pris un break vendredi. On a pris un break, mais on a beaucoup de podcasts à vous offrir le vendredi. Mais je veux dire, au niveau de production, on en a fait un peu moins. Donc, entre vendredi midi, mettons, Hey boy. et hier. Il y a beaucoup de stock, là, beaucoup d'affaires. OK. Donc, c'est rendu difficile, hein? Parce qu'il peut y avoir un sujet qui est bien hot le vendredi soir. Et quand on a un week-end de 3 jours, eh bien, la grosse nouvelle du vendredi soir, qui devrait être jasée le mardi matin, elle est comme oubliée avec le paquet de nouvelles qu'on a à travers depuis ce temps-là. Donc, si j'avais à te poser la question, Jerry, quelle est la nouvelle du week-end pour toi? La nouvelle québécoise ou la nouvelle internationale ou la nouvelle... Ben, je pense que les nouvelles, c'est toujours un peu plus local. Oui, ça peut être international, mais je dirais habituellement ce qui touche un peu plus le monde. Sur les réseaux sociaux, de mon côté, quand j'ai... Tu as fait le tour hier? J'ai fait le tour hier, mais un peu en fin de semaine, vite de même, là, c'est les histoires de prières de rue à grandeur de la planète. C'est le sujet. C'est, regarde, c'est... Europe, partout, médias européens, nord-américains, partout. Je pense que... puis on a une tonne de sujets importants à checker. Le prix des CHSLD, il y a plein d'affaires qu'il faut jaser, puis il ne faut pas lever la tête sur rien. Mais on s'en va vers une histoire qui risque... je ne sais pas comment... Je ne peux pas vous dire comment ça va finir, mais finalement, il y a un réveil collectif sur l'histoire de l'amalgame qu'on essaie de faire dans notre société entre la religion musulmane et notre société qui est à la base une société catho. On essaie de se cacher de ça. Et je pense que tout le monde a un peu de misère à dealer avec ça. Et là, on voit vers quoi ça nous amène. Ça nous amène vers peut-être un changement même au niveau des prochaines élections. Donc, dans l'année qui s'en vient, il y a peut-être des gens qui vont se placer. Tu sais, il y en a. Je vais vous donner un exemple. Le Parti libéral du Québec avec Pablo Rodriguez. Oui. C'est fini. S'il y a des gens qui pensaient que le Parti libéral avait des chances de remonter, avec le PQ, entre autres, qui va peut-être parler de souveraineté à travers ça, eh bien, je vais vous dire une affaire. Le positionnement pro-immigration, pro-diversité, puis pro tout ce que tu veux, du Parti libéral du Québec, qui est maintenant une copie du Parti libéral du Canada de Justin Trudeau.
avec Rodriguez. C'est fini. Il vient de là. Ben oui, il vient de là. On n'est pas surpris. Là. On n'est pas surpris zéro. Donc, eux autres, je vous donne un exemple de ce que ça va être. Il y a des gens qui se disaient peut-être il y a 2 semaines, 3 semaines, ouais, si on s'en va vers un débat de référendaire pendant la campagne électorale, peut-être que les libéraux ont une chance. Et là, les libéraux n'ont pas de chance. Parce que tous ceux qui vont essayer, comme la presse le fait en fin de semaine, tout le monde est surpris du genre de positionnement de la presse face aux prières de rue. La presse, il y a juste le nom de pareil, là. Mm-hmm. La presse n'a rien à voir avec ce que vous avez lu quand vous étiez ticu, là. Les gens qui sont là, c'est des parfaits imbéciles, là. Ce sont des méga woke, là. Ce sont des gens calissement douteux, on l'a vu tout le long de la COVID. Et aujourd'hui, on le sait que ces gens-là sont... c'est des tarlats, là. T'sais, Isabelle Haché, j'ai pas besoin de vous donner les qualificatifs sur ce que je pense de Isabelle Haché, que je ne connaissais pas, que j'ai connu, parce que je ne lisais pas la presse, Mais pendant la COVID, on a tout fait ça, là, on a tout vu la gang de cinglés, on a tout vu qui était cinglé. Donc, et la presse, tous ceux qui écrivaient dedans, il n'y avait pas personne qui avait le goût de juste prendre la part des gens qui trouvaient qu'on était devenu pas mal dirigé par des dirigeants autoritaires et que c'était saucé pas mal et que c'était complètement sauté comme... C'était quoi le terme? C'était on va mener le gouvernement par décret. Alors qu'un média important, il y a toujours bien 1 ou 2 gars ou une fille là-dedans qui se lève au-dessus de tout ça et qui dit « Hey, wow. OK, je comprends là, toute l'émotion, toute la patente, là, mais là, on va se calmer les nerfs, puis on va fonctionner avec notre tête, puis on va regarder ce qui se passe. » Dans la presse, comme dans les journaux de Québécois d'ailleurs, pendant 3 ans, il n'y a personne qui a fait ça. Et Isabelle Haché, ça a été une des pires, regarde, je vais le dire en bon québécois, une petite crisse, OK? Et on va faire attention, mais c'est pas fort. OK, j'ai pas besoin de dire plus que ça. Tu sais, quand on dit que quelqu'un n'est pas fort, c'est à tous les niveaux, là. À tous les niveaux. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Je suis assez ratoureux, puis je sais que vous l'êtes aussi. J'ai pas besoin de faire ce que j'ai déjà fait, de vous dire toutes les vraies affaires, parce que finalement, ça nous amène dans la marde. Mais vous comprenez très bien quand je vous dis ça. Vous pouvez mettre Isabelle Haché avec une petite ligne et mettre le commentaire que vous voulez à côté. OK? Elle l'a pas tout. Elle l'a pas tout. Donc, le texte en fin de semaine ça nous montre où ce que la presse se tient. Ça nous montre où ce que d'autres vont se tenir pendant ce débat-là, où on n'est pas capable de dire quelque chose d'aussi simple que on n'en veut pas de prière de rue. Non, c'est ça. On n'en veut pas, Câlis. Essayez pas de me faire croire, mais c'est juste 5 minutes. Oh, mais ils font ça juste parce qu'ils sont pour la Palestine. Puis là, vu que le métro est pas loin, ils ne veulent pas retourner à la mosquée ou chez eux prier. On va le faire là dans la rue. Ouais, c'est commode. Tant qu'à être là, on va le faire là dans la rue. C'est commode. Moi, je vous dis que je pense que les dirigeants vont devoir faire... Il y a un gros questionnement à faire. C'est un réveil, là. Plusieurs l'ont vu à l'avance, je vais vous le dire. Plusieurs l'ont vu à l'avance. Les gens qui suivent ce qui se passe en Europe depuis longtemps sont une longueur d'avance sur M. Tout-le-Monde. M. Tout-le-monde, il a la tête ailleurs. M. Tout-le-monde, il a la tête ailleurs, puis... Tu sais, des fois aussi, on décroche. Moi, en fin de semaine, j'ai rien ouvert. Décrocher, puis on a d'autres choses à faire. Donc, des fois, on n'est pas toujours attentif à ce qui se passe. Mais beaucoup de manifestations en Europe qui ne passent pas dans les médias. Oui! Conventionnels. Merci à X en passant. Mais, hein? Ben oui, des manifestations organisées sur X qui attirent des milliers de personnes et les médias traditionnels font semblant. Pas un mot. Que ça n'existe pas. Comme ils font semblant que la prière n'existe pas. Radio-Canada, pour eux autres, la prière, ça n'existe pas. Alain Reyes est allé dire « Ben moi, je vis à Montréal depuis 6 mois, j'ai jamais vu ça. » Puis, le même matin, même si j'en voyais, alors que j'ai déjà été maire de Victo,
Qu'est-ce que je pourrais faire contre ça? Absolument rien. Donc, c'est le positionnement des médias québécois. Je ne sais pas pourquoi les médias, puis je vous dirais les médias en général, ça boule. Pourquoi les médias sont toujours sur le mauvais côté de l'histoire? Oui. Comment ça se fait, ça? Comment ça se fait que les médias... Peut-être que c'est du monde bizarre, là. Peut-être que c'est tout du monde bizarre là-dedans, puis c'est des gens qui sont tellement déconnectés de la réalité qu'ils ne s'en rendent pas compte. D'ailleurs, il y a une association qui vient de partir. L'association des LGB... Il y a 2 EL, là, quelque chose de même. Des affaires que je ne comprends pas, là. Donc, il y a une association de journalistes au Québec, 2 LGBTQ plus YZ, qui viennent voir le jour. Bien, ça vous montre. Soit qu'ils sont dans ce gang-là, donc les plus radicaux. On n'est pas en train de parler d'homosexualité, de lesbienne, etc. On est en train de parler d'une des franges les plus marginales de la Terre, même si on fait semblant que ça ne l'est pas. Donc, on a, surprise, on a une association de journalistes qui vont s'étiqueter comme étant de grands marginaux. Après ça, ben, tu as la même gang pour le climat. Puis après ça, tu as la même gang pour la décroissance. Puis après ça, tu as la même gang pour le communisme à la sauce QS. Transport en commun, tout ce que tu veux, là. Donc après ça, on se demande comment ça se fait que les journaux et les médias sont toujours du mauvais côté de l'histoire. Parce que les médias ont été gangrénés au cours des 30 dernières années par la frange la plus marginale, la frange marginale green, la frange marginale de la diversité, ou la frange de la marginalité woke. Ces gens-là ne représentent personne. Ils ne représentent personne. Votre vie que vous avez, ils ne la connaissent pas, ça ne les intéresse pas, et même que ça les écœure, puis ils vous prennent pour des astis de morons. Donc, il est là le déclin des médias. Il n'est pas arrivé par Facebook, il n'est pas arrivé par Netflix, il n'est pas arrivé par Google. Il est arrivé parce que ces gens-là ont décidé que maintenant, ils employaient des genres de petits gars avec les cheveux courts, là. Des petits gars-filles là, avec les cheveux courts, puis qui nous font la leçon que là, maintenant, là, si vous voulez avoir un camion, vous allez devoir aller prouver à un fonctionnaire que vous avez besoin d'un camion. C'est dans la presse de matin, ça. Dans la presse de matin, on va aller voir ça tantôt, OK? On est dans les radios Pirate News, on a une belle ride à faire. Mais ce sujet-là, même Elon Musk est là-dessus, là. Oui, avec l'histoire du Japon. Japon, un peu partout, l'imam de Boston... regarde, en veux-tu, dans là. C'est dans le sens que cette espèce de pas réveil-là, mais tu vois que les gens se... La parole est libérée, là. Oui. Le monde n'a plus peur de dire... Là, on n'a plus peur de passer... Je ne sais pas c'était quoi le terme qu'on utilisait. Ça ne peut pas être le terme raciste, là, parce que c'est lié à la religion, c'est pas lié à une race. Dans ce temps-là, c'est quoi? C'est quoi le terme qu'on utilisait? On était... xénophobe, peut-être. Xénophobe. Oui, je pense que c'était l'étiquette. Xénophobie. Xénophobie. Bon, OK, parfait. On utilisait le terme xénophobe. Et là, les gens n'ont plus peur. Non. Les gens n'ont plus peur. Du tout. Et si vous êtes politicien et que vous voulez passer à la gratte, ben, c'est le chemin à prendre. C'est celui-là. C'est celui-là. Il faut régler l'histoire de l'immigration. Moi, je ne suis pas anti-immigration. On n'a pas fait d'enfants. Hein. Donc, si on va avoir une réalité économique qui a de l'allure dans le futur, ça nous prend des immigrants. C'est jamais facile. Peu importe qui on amène, il y a des conséquences, là. Même les meilleurs, il y a des conséquences. Même ceux qui nous ressemblent le plus, il y a des conséquences. Mais une chose est sûre, d'essayer de faire un melting pot avec ceux qui nous ressemblent moins, c'est impossible. C'est impossible. Si vous allez dans un restaurant, il y a quelqu'un qui va chercher une bière avec une bouteille de vin dans un dépanneur. Et la personne lui dit « Je ne peux pas toucher à ta bière. » Puis là, en même temps, il fait une genre de prière quand tu vois la bière déposée sur le comptoir. Premièrement, qu'est-ce que tu fais dans un dépanneur? Parce qu'il y a de la bière, puis il y a des prêts à boire, puis il y a du vin partout dans les tablettes. Et ensuite, vous allez dans un fast-food, puis il y a quelqu'un qui vous tend une facture, puis le gars dit « Je ne peux pas la prendre parce que c'est une fille qui lui tend. » Oui. Non, ça, c'est... Là, ça vous montre que... Je vais répéter ce que j'ai dit. Cette phrase est bien importante. OK?
je veux que vous reteniez ça aujourd'hui. On est condamné à l'immigration, sinon on disparaît. Hey, on a une deuxième partie pour les pirates cheap de ce sujet-là, qui est une bombe, on va se le dire. Donc, partie numéro 2 après le break. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Radiopirate.com. Voici les radios Pirate News avec Jeff. OK, partie numéro 2 de ce sujet qui va devenir le sujet des sujets dans les prochaines semaines, prochains mois. On y va. Partie numéro 2 sur les prières de rue et toute la patente au complet, toute la cabale. Let's go. On est condamné à l'immigration, sinon on disparaît. C'est notre faute, en passant. OK? On n'a pas fait d'enfants. On a décidé qu'on voulait vivre. On voulait pas trop on voulait pas trop se donner. Mais aujourd'hui, on en paie le prix. OK? On a beaucoup de monde vieux. Et une fois que ces gens vieux-là vont mourir, on va être dans le trouble. Donc, si on veut avoir un semblant d'économie, ça prend de l'immigration. Quand il y a de l'immigration dans une société parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, il y a des conséquences à l'immigration, même la meilleure. Même celle la plus facile, même celle avec qui vous savez que vous allez vous intégrer le plus facilement. Il y a quand même des conséquences. Il y a des conséquences sur votre culture, il y a des conséquences sur votre langue, il y a un paquet d'affaires. Même avec les meilleurs, même avec ceux qui vous ressemblent le plus, l'immigration, il y a un enjeu là-dedans. OK? Donc, ça ne vient pas sans conséquences. C'est pas vrai. Là. Ce que les libéraux vous disent depuis des années et qu'on se fait endormir avec ça, c'est zéro vrai. Il y a des conséquences à ça. Là. Le Québec ne sera pas pareil dans 50 ans. Là. Il va être totalement différent. Mais je peux vous garantir une chose. La manière qu'on est, en ce moment, peut-être pour dire le mot attaqué, je pense que c'est le mot, oui, c'est attaqué. Parce que c'est exactement ce qu'on fait. C'est pour nous narguer. C'est pour nous tester. Il y a une chose que les gens réalisent en ce moment. C'est que l'immigration, c'est toujours un challenge. Même avec les gens qui nous ressemblent le plus. Mais je peux vous dire une chose, que ça ne peut pas fonctionner et ça ne fonctionnera pas avec des gens qui sont les plus différents de nous. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. On n'est pas à la même place. Et rajoutez à ça ce que mon ami Jerry crie depuis des années, que ce n'est pas la religion contre la religion, ce n'est pas une religion contre la laïcité. C'est une religion qui est une manière de vivre. C'est un mouvement, c'est un mouvement politique. C'est un système politique. C'est un système politique. C'est un système de comment vivre. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas s'imbriquer ici. Ça peut pas. Ça peut pas. Ça peut pas. Et on a fait semblant. On fait semblant. On se ferme les yeux. On ne veut pas avoir l'air à des gens pas fins. On ne veut pas avoir l'air à des gens pas accueillants. On ne veut pas avoir l'air... On était très accueillants pour ça. Là. Très accueillants. Puis moi, regarde, j'ai rien personnellement contre personne de ces gens-là. Mais quand on en prend une gang, ouais, mais c'est juste une petite... I don't care. I don't care. J'en ai assez pour voir que ces gens-là et nous, ça ne peut pas fitter. Vous ne fitterez pas avec toutes les filles que vous allez rencontrer sur Tinder ou sur l'application que vous prenez. Vous allez vous intégrer à un groupe sportif. Vous allez rentrer dans une équipe de hockey. Vous allez vous entendre super bien avec 3-4 personnes. Il y en a 3-4 qui vont vous laisser indifférent, puis il y en a 3-4 que tu ne seras pas capable de sentir. That's the way it is. Donc, on ne peut pas fitter avec tout le monde. Et parce qu'on s'est tellement fait dire, on s'est tellement fait juger la minute qu'on pose certaines questions, même toutes polies, qu'on a fermé nos yeux et on a fait semblant que tout était beau, puis on a levé la tête depuis à peu près, je dirais facilement une quinzaine d'années. Et là, on vient de se réveiller. On vient de se réveiller. Savez-vous quoi? Si j'étais un politicien, peu importe lequel, celui qui va dire l'immigration à partir de maintenant, c'est peut-être inévitable pour nous autres, mais on va choisir notre immigration, puis c'est pas seulement en fonction de la langue,
Ça va être en fonction de savoir est-ce qu'on fit ensemble. Et en se posant cette question-là, on vient de réaliser que pour les Canadiens et les Québécois qui sont de base catholique, maintenant laïque, entre guillemets, eh bien, ça ne fit pas avec la religion musulmane. Et à partir d'aujourd'hui, on va laisser les gens qui sont ici sans problème, mais à partir d'aujourd'hui, le robinet de l'immigration musulmane est terminé. C'est fermé. On n'aura pas le choix. On l'a pas le choix. On l'a pas le choix parce que, comme on s'est parlé la semaine passée, à un moment donné, c'est le poids du nombre. Et le poids du nombre, c'est tout à fait normal. C'est la majorité l'emporte. Et tu as des endroits comme, puis ça on ne l'invente pas, tu as des endroits comme, même Mr. White est passé par là, je pense, dans un voyage dans le passé, des banlieues de Bruxelles ou Molenbeek. Molenbeek, oui, je passais par là. Ben, sans faire exprès. C'est ça. Mais là, il y a des dirigeants de Molenbeek qui disent aux Belges de s'en aller. De Belgique. Tu sais. Pense à ça, là. Mais non. Si vous n'êtes pas content, allez-vous-en. Oui. Là, c'est un peu, là. Moi, j'ai pris ça. J'ai pris ça. La dame là, qui dit oui, ça. C'est ça. Moi, mais le quartier Molenbeek, tu ne croiras pas à ça, Jeff. Là. T'es en Irak, là. C'est boire. Moi, tu te promènes, là, puis... Mais regarde, moi, j'en veux pas de ça. Non. Moi, j'en veux pas de ça. Traitez-moi de tous les noms. OK? Ça n'a jamais été un de mes sujets. Ça n'a jamais été quelque chose que je vous ai jasé tant que ça. Mais je pense qu'avant qu'il soit trop tard, on est en train de voir sous nos yeux un paquet de red flags, OK? Mm-hmm. Qui nous... C'est rien contre eux. On ne fit pas ensemble. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous ne prenons pas le même chemin. Nous n'avons pas la même pensée sur comment notre société peut être menée. Moi, je ne veux pas changer ces gens-là. Moi non plus, regardez. Ces autres, ils pensent comme ils veulent. Ils pensent comme ils veulent. Je ne veux pas les changer, là. Je veux juste qu'ils comprennent qu'ici, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais ça, ils ne le comprennent pas. Parce qu'eux autres, c'est un système qui amène et non une religion. Exact. Donc, le système, c'est quoi? Le système, c'est d'avoir des étals dans la rue. Là, tu as des... Moi, on voit des vidéos. Là, c'est pas de l'AI, là. C'est des vraies vidéos que tu vois des rues de Paris. Pas une rue, là. Des dizaines et des dizaines de rues à Paris avec des étals. Donc, on va dire des magasins, là. Dehors, tu as des boîtes de bois avec des melons, des patentes. Les rues, là, sont sales. Tu croirais à Fès dans le souk, là. Je suis allé à Fès, là. Donc, tu as des rues, tu as des endroits à Paris, tu es en plein cœur de Paris, tu croirais dans le fin fond du Maroc, là. Et ça marche pas comme ça. Moi, quand je vais au Maroc, je ne vais pas juger de la manière qui fonctionne. Mais moi, je veux pas que ce soit comme ça à Montréal. C'est juste ça. Là, après ça, tu as le gars qui a un restaurant, puis que le gars de la ville vient mesurer la hauteur de ses poubelles. Puis il pourrait lui donner une amende. Mais la rue plus loin, il va pas. Tu as des étals avec des chèvres, avec des animaux vivants, avec des fruits et des légumes, dans plein milieu de la rue. La rue, c'est une soue, mais le gars de la ville, il va pas là. Mm-hmm. C'est ça qu'il va pas là. Il va pas là, lui. Ben, c'est ça le début de la fin. Exact. L'Angleterre est finie, là, en passant. Là. C'est terminé. Là. Terminé. Eux autres, ils ont basculé. Eux autres, ils ont basculé. Là. Il y en a des manifestations. On les voit pas sur les grands réseaux. C'est incroyable, les manifestations là, du monde. Là. Mais c'est fini. Il y a trop d'endroits où ils sont rendus où ils sont rendus majoritaires. Eux autres, ils s'installent comme ils vivent comme ils doivent vivre. Donc, eux autres, ils s'installent puis ils vivent comme ça. Donc, on ne se contente pas seulement de mettre fin aux prières de rue. Ah non. Il faut aller plus loin que ça. C'est plus large que ça. Il faut aller plus loin que ça.
faut aller plus loin que ça. C'est que si la personne qui travaille au dépanneur, que tu engages, il peut pas, il dit, je peux pas toucher aux bouteilles ou je peux pas faire de facing, je peux pas mettre des bouteilles dans la tablette, ben, tu dis, moi, je t'engage pas. Je peux pas t'engager. Là, tu vas dire, oui, mais là, tu ne trouveras pas personne. Mais là, la fin, c'est que lui, il ne peut pas se plaindre aux normes du travail pour dire que moi, je veux travailler, mais lui, il me force à mettre des bouteilles de boisson sur une tablette. Là, le gars du dépanneur, il dit, ouais, mais moi, c'est la job, ça, mettre des bouteilles de boisson sur la tablette. Mm-hmm. Mais le gars qui travaille, il dit, non, moi, je vais aux normes. Et là, le gars, il gagne aux normes du travail. Comprends-tu? Et là, l'histoire. Et là, l'effacement. L'effacement, elle se fait tranquillement. Exact. Tu dis, c'est un détail. Là, l'effacement, elle se fait comme... Si vous voulez voir comment ça se passe, l'effacement, lisez la presse. c'est l'effacement. Si vous voulez savoir comment ça se passe, écoutez Radio-Canada ou allez dans leur site web et lisez les textes. C'est ça, l'effacement. C'est ça, des gens qui se mettent à genoux. Êtes-vous surpris que c'est encore les mêmes qui se lèvent et qui vont avoir le courage de manger une coupe de claques à la gueule puis passer pour des xénophobes, puis des ci, puis des ça? Encore les mêmes. Sur tous les sujets, toujours les mêmes. Et ceux qui s'écrasent, encore les mêmes. Toujours les mêmes. Si on n'agit pas là, on disparaît. Là. On disparaît parce qu'on ne pourra pas se battre juste avec le nombre. À chaque jour, il y a du monde qui disparaissent. Là. Ils ne sont pas remplacés. Là. Donc, ça va se passer. Le point de bascule sera très rapide en passant. Là. Oh, c'est très rapide. Très, très rapide. Là. Donc, c'est très rapide parce que les enfants qui étaient au berceau il y a comme 15 ans ou 20 ans, bien, c'est eux autres qui votent en Angleterre présentement. Exact. Exactement. Hey, c'est un clin d'œil, 15 ans. Là. Non, C'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil, là. J'ai l'impression que mes enfants étaient au début de l'école avec leur petit pack-sac à matin, là. Et là, ils ont 23 ou 21 ans, ils s'en vont genre à l'école puis travailler. Ça a passé de même, là. 15 ans, c'est rien. Mais si vous voulez savoir comment on se met à genoux puis comment on s'écrase, lisez la presse puis écoutez Radio-Canada, là. Vous allez tout comprendre. Vous allez tout comprendre. Puis je vais vous dire une affaire. Soyez prêts, hein? Soyez prêts et soyez prêtes. Parce que si vous tenez debout sur ce sujet-là, parce que vous ne voulez pas disparaître, vous ne voulez pas être contrôlé par un système qui n'est pas le vôtre. Nous autres, on a nos valeurs. On a nos valeurs, nous autres. C'est drôle pareil, hein? La même journée que je vous parle qu'il y aura un genre d'association LGBTQ, je ne sais pas trop quoi, des journalistes, les journalistes sont là à défendre les musulmans qui n'ont aucun respect pour ce que t'es. Ils n'ont pas de respect pour les femmes, ils n'ont pas de respect pour certaines minorités, on les connaît, je viens de vous en parler. Et c'est les premiers qui les défendent, c'est eux autres. Écoute, ils défendent le Hamas. C'est du monde. C'est du monde pas suivable. C'est quoi qui se passe dans le coco, eux autres? Êtes-vous complètement dingue? Donc, on est grugé de beaucoup de places. Là. On est grugé par ça, on est grugé par le wokisme, on est grugé par la folie green, on est grugé par beaucoup de patentes. Là. Et moi, j'ai, en passant, juste petit clin d'œil, finir le sujet, qui est un peu plus large, là. Mais ça nous montre comment on disparaît tranquillement. Moi, je trouve que c'est le prof Caron qui a eu le meilleur tweet du week-end. Le prof Caron a eu le meilleur tweet du week-end. Comment détruire une société en une génération? Ah, son tweet est extraordinaire. C'est un des meilleurs. C'est le tweet. On est rendu où? Là? On est rendu au mois de septembre. Il reste quelques mois avant la fin de l'année. C'est le meilleur tweet de 2025. Anglais, français. OK? De tout ce que j'ai comme gens que je suis sur mes listes, c'est lui le meilleur. Meilleur tweet de l'année. Comment détruire une société en une génération? Convaincre les femmes de détester les hommes. Convaincre les hommes de se détester. Convaincre les minorités de détester les Blancs.
et convaincre les femmes de ne plus avoir d'enfants. C'est ça, disparaître. Quand vous lisez la presse, c'est ça. Là. Quand vous écoutez Radio-Canada, c'est ça. Là. C'est ça qu'ils défendent. C'est tout ce que je viens de vous lire là du tweet du prof Caron, c'est exactement ça. Là. Rajouter à ce qu'on vient de parler au niveau religion, ça donne... C'est une disparition. Il parle d'une génération, mais c'est exactement ça. C'est une quinzaine d'années. Merci, bye. C'est glissé tellement rapidement qu'il n'y a rien à faire. Vous savez de où va venir la résistance? La résistance va venir du Québec. La résistance va venir du Québec parce qu'on est obligé d'avoir des migrations parce qu'on n'a pas de monde pour nous torcher. Et on a une fixation sur la langue. Ben, ces gens-là aiment mieux qu'on soit dans 50 ans une province où ça parle français avec un accent, que les madames aient des voiles sur la tête, que toute l'histoire toute le patente la charia, tout ce que tu veux, we don't care, on ne va pas de ça. D'abord que ça parle français. C'est ça. Mais on aura à choisir, là. Est-ce qu'il y a plus une teinte espagnole? Est-ce qu'il y a plus une teinte de d'autres choses? Et si c'est sur la langue, si le débat de l'immigration au Québec, il y a juste une chose, et on fait une fixation sur le français, c'est fini. Donc, il est là le combat, là. Le vrai combat, il est là, là. Si les musulmans parlaient tous une autre langue que le français, il n'y aurait aucun calice de musulmans au Québec en passant. On nous ferait comprendre. Et c'est les gens, on comprend les gens. On nous ferait comprendre que, ouais, nous autres, c'est pas des bons immigrants, ils ne parlent pas notre langue. Mais vu que beaucoup d'entre eux parlent notre langue, ben, tout le reste ne compte pas. Mais le changement va être 1000 fois plus grand avec tout le reste que si on faisait juste avoir deux langues qui se chatouillent un peu. Parce que là, c'est un changement de vie complet, total. C'est pas juste la langue, là. Puis toutes nos valeurs qui sont complètement virées de bord, là. Il y aura de la résistance. La résistance va venir des médias, la résistance va venir des politiciens, parce que vous savez que c'est toute une gang de jaunes, une gang de peureux. Et ce sont tous des gens, les journalistes, et les politiciens qui sont la même gang. C'est tous des gens qui n'ont aucune colonne vertébrale. Aucune colonne vertébrale. Le seul moment où il y a un peu de pogne, c'est quand ils décident de nous traiter de toi et non. C'est là, il y a d'un coup, là, il se trouve fort. Ah, là, il se trouve bon. Mais vous allez avoir le vent d'en face, là. Je vous le dis, vous allez avoir le vent d'en face. C'est lui le sujet. Je suis content que tu m'aies dit que c'était ton sujet du week-end. C'est lui le sujet. C'est le sujet qui est partout. C'est le sujet qui est partout. Il est partout. Okay. C'est le sujet. OK, ben voilà pour les Radio Pirate News, le bout qu'on a donné pour la version live de Radio Pirate. Pour plus de stock encore sur le sujet, allez vous inscrire sur radiopirate.com. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Ladies and gentlemen. This is RadioPirate.com. Et la vie est un combat. Criez pour vos vies. Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. OK, Joe, beaucoup d'affaires, tabarouette. T'as eu un bon week-end, mon ami Joe? Excellent week-end. Un petit peu de pluie, mais bon, excellent. Ça rafraîchit un petit peu. Ouais, good. Hey, plusieurs affaires que j'ai regardées dans tes tweets. J'ai décroché un peu en fin de semaine, mais j'ai récupéré hier soir pas matin. Il y a une affaire que j'ai pas aimée, c'est quand j'entends le mot stagflation, j'aime pas ça beaucoup. Puis, ce que tu me dis là, bon, c'est pas parlé avant, là, tu me juste dire, en Europe, ça commence à shaker pas mal. Il commence à y avoir des affaires qu'on n'aime pas trop. On commence par l'Europe. On s'en viendra ici par après. Ben, l'Europe, c'est une histoire de dette, en fait. C'est le sujet qui revient tout le temps. C'est depuis... c'est essentiellement le modèle des pays comme, par exemple, la France, ou même des pays qui étaient essentiellement en bonne santé financière, comme l'Allemagne,
sont dans des situations d'endettement quand même assez graves à l'heure actuelle. On voit, et le meilleur signal que les investisseurs envoient à l'heure actuelle, c'est les bons de longue durée, donc les bons de 20-30 ans, qui, à peu près dans tous les pays majeurs d'Europe, atteignent maintenant des sommets depuis presque 25-30 ans. Là. Donc, rappelez la dynamique des bons du Trésor là, à nos auditeurs, c'est quand le rendement du bon en pourcentage, si tu veux, augmente, c'est que les gens vendent, parce qu'il y a une corrélation inversée. Quand le rendement monte, c'est que le prix du bon descend, la valeur du bon descend. Donc, parce qu'il y a des vendeurs qui trouvent qu'ils n'ont pas assez, si tu veux, le risque, le retour sur l'investissement par rapport au risque n'est pas assez rentable de détenir ces bons-là par rapport au risque que ça présente. Donc, ça veut dire quoi dans le chiffre relatif? Ça veut dire que, mettons que tu achètes un bon sur 30 ans, il est à combien? Regarde, à l'heure actuelle, le bon du Trésor anglais de 30 ans est rendu à 5,70 %. Et ça, c'est un sommet depuis 1998. Là. Donc, si tu regardes depuis le dernier budget des socialistes, là, les travaillistes, c'est des socialistes en fait, là, ça a augmenté de 20 %. Et ça, dans le fond, ça va influencer les prochaines émissions et ça a un impact direct sur le coût de service de la dette. Là. Donc, quand on parle de la dette, je rappelle souvent, pour bien les gens, c'est théorique, mais c'est réel. Là. La dette, c'est plusieurs émissions. Ben oui. Ça a un impact réel sur le budget des gouvernements puis sur le poids, si tu veux, le paiement en intérêt qu'on fait. Là. Donc, ça a l'air de rien d'annoncer des programmes puis de faire des déficits répétés parce que la dette, c'est des déficits répétés des gouvernements. Là. C'est ça qui ajoute sur la dette qui est refinancé. C'est comme si vous refinanciez constamment là, vos cartes de crédit avec des nouvelles cartes de crédit et que les taux d'intérêt montent constamment. Donc, à un certain point, ça devient insoutenable. Et là, c'est ce qu'on commence à voir avec les pays majeurs. Puis il y a plein d'histoires en parallèle. Il y a une espèce de crise, tempête parfaite qui est en train de se préparer. Notamment l'Allemagne, il y a des gros problèmes de financement potentiel des avantages sociaux. Même chose en France. Tu as vu la chose, Bayrou, c'est comme réveillé là, depuis une semaine. Il accuse les boomers d'avoir endetté les Français, alors qu'il n'y a jamais personne qui n'a rien fait pour cette situation-là. Un peu la même chose, Jeff, qu'on parle souvent aux États-Unis. Le pays s'endette, mais aucun des deux partis qui en parle. C'est la même chose aussi en Allemagne. Il y a un gros problème de financement potentiel des fonds de pension à moyen long terme. Je lisais quelque chose aussi, je pense, dans les Pays-Bas, c'est la même chose. Donc, il y a une espèce de bombe à retardement d'avantages sociaux non financés et d'endettement là, chronique en France. Et parallèlement à ça, tu as une espèce de bouillonnement politique avec la montée de hashtag l'extrême droite, là, des partis comme AfD en Allemagne qui mènent dans les sondages, je pense aux dernières nouvelles, et dans le narratif populaire, dans le narratif médiatique, pardon, on parle peut-être même de bannir ce parti-là. C'est la même chose un peu en France. Tu as vu ce qu'il avait fait avec les... comment il s'appelle? C'est Regroupement National, Ralliement National, hein, le parti de Mme Le Pen. Donc, on parle... Donc, la crise potentiellement financière combinée à l'espèce d'ébullition politique, même chose en Angleterre. Il y a des gens qui sont arrêtés pour des retweets qui sont vus comme potentiellement dangereux. Il y a la montée des nouveaux conservateurs qui sont le Reform Party. Donc, une espèce de crise politique / financière qui, à mon avis, est une espèce d'hybride entre le Brexit et peut-être la crise de la dette grecque là, à la fin des années 2000. Puis ça, c'est une espèce de tempête parfaite qui est en train de se concocter, si tu veux. Puis ça arrive à un moment où les marchés, toutes les valeurs sont élevées. La bourse est à un sommet. Là. Il y a une petite correction ce matin. Là. Mais il y a une espèce de tempête parfaite. Puis un peu comme à la crise... C'était arrivé, rappelle-toi, Jerry, c'est 97, la crise financière en Asie, qu'il y avait une propagation. Il y avait une propagation partout sur la planète. Là. Quelque chose qui était quand même localisé en Asie. Il y a eu quand même une propagation assez rapide et un effet quand même majeur sur les indices boursiers mondiaux. C'est beaucoup de choses en même temps, ce que je viens de dire, mais il y a quelque chose qui se passe. J'ai comme l'impression que ça va partir en Europe, la prochaine crise. OK. Mais j'ai quelques questions pour monsieur tout le monde. Là. Quand on regarde des bons, est-ce que je suis mêlé de penser que quand les bons augmentent, d'abord, premièrement, ça veut dire que si les bons augmentent, ça veut dire que le nombre d'acheteurs de bons n'est pas si élevé que ça au taux où il était. Donc, ils se disent... Le monde n'est pas intéressé. J'ai besoin d'argent pour continuer de financer ma dette. J'ai donc besoin d'argent pour acheter mes bons. Mais là, ils sont à, mettons, 4,7 puis personne ne les achète. Bien, monter à 4,8. Il y a une offre et la demande là-dedans, là, c'est ça. OK, parfait. Et là, plus on augmente,
je comprends là, que tu parles de pays quand même assez sérieux. Là. Je veux dire, c'est pas l'Argentine là, du temps. Mais plus ça l'augmente, moi, j'ai toujours le feeling, je me rappellerai toujours, à un moment donné, il y avait un pays qui offrait du 30 Oui. Tu as du rendement de 30 Tu sais très bien que tu mets 1000. C'est comme la troisième chance au crédit. Là. Ouais, c'est Tu sais, ça. on s'entend-tu, là? Au début, le char usagé, tu l'as à, je sais pas, à 8 7 8 Mais tu as un mauvais crédit, tu es à 15, mais tu es un gars qui a vraiment un mauvais crédit. Mais toi, tu vas être à 19. Ben, parce que les investisseurs veulent être récompensés pour le risque. C'est ça. Là. Il y a des gens qui font fortune avec la dette des marchés émergents. Là. Il y a des gens qui ont pris des bêtes qui ont été très payants, notamment sur l'Argentine, parce qu'ils avaient vu le revirement potentiel avec Milei, alors que les bons, le rendement était démentiel. Parce que aussi, la valeur du bon est basse. Là. Quand le rendement est haut, la valeur est basse. Donc, si la situation s'améliore, ne serait-ce que marginalement dans le futur, ben, le rendement va baisser, puis la valeur des bons va augmenter là, à moyen terme, si tu veux. Là. OK, et puis mettons que quelques pays d'Europe paniquent un peu, parce que là, il y a plein d'affaires. On parle d'un modèle qui est rendu en fin de vie, des monnaies qui se déprécient, etc., des gouvernements qui sont endettés par-dessus la tête. Mais là, l'Europe est loin d'être sortie du bois. Là, parce que là, tu sais que les hôpitaux français se sont fait dire d'être en alerte. Ça parle d'aller mettre des bottes en Ukraine. Là. Donc, on parle de financer une guerre avec des hommes et du matériel. On sait comment ça coûte une crise de guerre. Donc, ils n'ont pas le moyen d'aller là 0-0, mais ils ont l'air entêtés bien raide. Donc, c'est loin d'être fini, cette spirale-là. Mais supposons là, que ça ne fait pas. Là. Ils ont besoin d'argent, Ils sont rendus, mettons, tu me dis 5 points quelque chose tantôt. Mettons, ils montent à 5,8. Ouais. Bon, mettons 6. Mais là, tu traînes ça pendant 30 ans. C'est un cycle où comment tu fais pour t'en finir si tu as plein de gens qui ont acheté une dette sur laquelle tu leur dois 6 C'est-à-dire, à long terme, c'est une mort. Tu es en train de te faire étouffer tranquillement. C'est quoi cette patente-là derrière ça? Ben, il y a deux solutions. Soit que tu restructures mettons que c'est une compagnie, c'est plus facile avec une compagnie. Là. Mettons que tu restructures les opérations, tu fais des mises à pied, tu vends des divisions, tu comprends? Ou soit que une compagnie, tu ne peux pas emprunter à perpétuité, contrairement à un pays. Là, alors la différence avec un pays, c'est qu'ils peuvent continuer à emprunter et tenter de diluer la dette, là, si tu veux, dans le temps avec la dévaluation de la monnaie, ce qu'ils vont probablement faire. Ils peuvent aussi, les banques centrales peuvent aussi stimuler la demande, si tu veux, pour les bons avec l'allègement quantitatif. C'est-à-dire que ça, c'est la crosse. Quand tu apprends ça, c'est une rue à sens unique, là. C'est que les bons peuvent être achetés avec de l'argent fraîchement imprimé de la même banque centrale. Tu sais, le département du Trésor, mettons. D'ailleurs, c'était ça, là, pendant la COVID au Canada. La COVID, c'est ça. Pendant la COVID, là, 45% des bons outstanding en circulation du marché mondial canadien étaient détenus par la Banque du Canada. Donc, c'est un marché artificiel en quelque sorte. Il y avait, si Jeff, il a écrit un article là-dessus. D'ailleurs, je vais écrire un article récemment, sur la crise là, potentiellement en Europe. Là, l'extrême-droite.com, jml.substack, et j'annonce un petit projet prochainement, donc abonnez-vous. S'il y avait eu un réel marché pour la dette canadienne sans l'intervention de la Banque du Canada, disons, pendant la COVID, les taux d'intérêt auraient explosé. À quoi? 4, 5, 6, 7 % peut-être. Et ça aurait freiné le gouvernement dans sa folie dépensière. Mais ça n'arrive pas parce que la Banque du Canada est capable de stepper in et de stimuler artificiellement le bid là, sur les bons du Trésor. Donc, ça, les dés sont pipés en partant. Là. Donc là, on a vu que les États-Unis aussi sont à 4,7, 4,72. Ouais. C'est le plus haut depuis juillet. J'ai vu que l'imprimage d'argent aux États est reparti par le haut aussi pour la première fois depuis une couple d'années. Finalement, on est reparti sur une ballonne. Là. Je veux dire, Et le mot que tu as pris en fin de semaine, parce que tu avais déjà parlé de ça plus qu'une fois, le terme stagflation, stagflation, revient dans l'actualité. Pas la première fois, les autres fois, ça a comme disparu un peu, mais il y a quand même un paquet d'éléments qui nous montrent qu'on est peut-être en train de préparer une soupe, qui ne sera pas une soupe aux légumes, mais ça va être une soupe stagflation. Peux-tu raconter aux gens qu'est-ce que c'est la stagflation en tant que telle? C'est un mélange de plein d'affaires qu'on ne veut pas entendre, là, mais il faut l'entendre. La pire situation. La stagflation, c'est que tu as une stagnation de la croissance économique, c'est-à-dire ou quasi-récession, si tu veux,
et que tu as une inflation élevée. Alors que normalement, quand la récession est là, tu n'as pas vraiment d'inflation. Donc, tu peux après ça stimuler dans la théorie keynésienne classique, entre guillemets, tu peux stimuler la croissance économique par différents programmes. Et donc, il n'y a pas d'inflation. Donc, tu peux aller avec des stimulus monétaires et voire même fiscaux. Alors que dans une situation de stagflation, tu peux difficilement faire ça parce que si tu utilises, si tu veux, l'outil monétaire pour stimuler l'économie, ben, il y a déjà un risque inflationniste. Et ça, Powell en parle constamment là, dans ses discours. Il dit, oui, OK, l'inflation est basse, mais le risque demeure quand même élevé de remonter de l'inflation. D'ailleurs, c'était dans son dernier discours. Donc, c'est un peu ça la situation. C'est un peu le pire des deux mondes, en fait. Tu ne peux pas utiliser la méthode traditionnelle de stimulation de l'économie via les politiques monétaires parce qu'il y a une inflation qui est croissante ou en risque, si tu veux, de croissance plus élevée. Là. Donc, c'est un backdrop qui est assez inquiétant. Donc, les gens, c'est généralement une période où les gens s'appauvrissent beaucoup parce qu'il n'y a pas de croissance économique, puis il y a une augmentation du coût de la vie. Il y a une augmentation réelle du coût de la vie par rapport au salaire que les gens font et le pouvoir d'achat de la monnaie, si tu veux. Puis quand tu lis là-dessus, la stagflation, il y a des gens, il y a plein de chiffres, plein d'affaires qu'on lit là-dessus. Puis ça s'accompagne aussi de perte d'emploi. Donc, le taux de chômage monte aussi. Ouais, exact. Donc, c'est ça qui met le bordel dans la patente. Là. C'est ça. Et ça ne devrait pas arriver. Tu sais, dans la théorie keynésienne classique, c'est une situation qui ne devrait pas arriver parce que tu peux toujours combler. C'est comme inversé comme réaction, si tu veux. Et tu le vois tout de suite, les signes de stagflation, ou du moins de risque d'inflation un peu plus élevé. Regarde la performance de l'or depuis le début de l'année. Il y a aussi il y a aussi, je te dirais, une arrière-scène géopolitique à tout ça. Là. Il y a plein de facteurs qui font que les gens se réfugient dans l'or depuis le début de l'année. Donc, les actifs, les marchés parlent beaucoup là, par rapport à cette situation-là à l'heure actuelle. Les marchés commencent à être beaucoup plus nerveux. Tu regardes, là... puis, tu sais, ce qu'on entend de Trump n'est pas très rassurant. Là, il a annoncé hier, ou je pense aujourd'hui, qu'il allait déclarer un état d'urgence par rapport à la situation du housing aux États-Unis. Ça peut être intéressant parce que est-ce qu'ils vont comme déréglementer across the board pour favoriser la construction? Ça pourrait être positif. Tu sais, genre enlever les barrières à la construction, puis déjà que c'est beaucoup moins pire qu'ici, là, on s'entend, là. Par contre, ce qu'il peut utiliser, il veut forcer aussi la main de la Banque centrale de baisser les taux. Il le dit constamment. Tu sais, Trump voudrait des taux à 1% éternellement, là, comme tous les peddlers immobiliers. Mais il pourrait avoir d'autres outils, là, parce que déclarer un état d'urgence, ça donne des pouvoirs additionnels à l'exécutif, le bureau du président, si tu veux. Donc, ce qu'il a utilisé aussi pour les tarifs, en passant. Là. Donc, il y a toute une gestion arbitraire là-dedans. Et ce qu'on entend les chiffres sont relativement, entre guillemets, bons aux États-Unis comparativement au Canada et au reste du monde, au niveau de l'emploi notamment. Mais c'est quand même inquiétant de voir qu'ils sont prêts à mettre le doigt sur la balance comme ça pour peut-être forcer la main à la Banque centrale, là, qui est loin d'être la gang que j'apprécie le plus. Donc, revenons par ici. Tu viens d'en parler vite. Là. On a eu les chiffres, parce qu'il y a des choses qu'on sait, là, puis c'est des genres de... Les Québécois font un genre de monnaie blitz là, sur 3, 4, 5, 7, 8 articles dans une fin de semaine où il ne se passe rien comme la fête du travail. Ils font régulièrement ça. Donc, là, en fin de semaine, le thème, c'était « J'ai besoin d'une deuxième, d'une troisième job pour arriver ». Moi, ce que j'ai envie de dire à ces gens-là, ce que je dis souvent, arrêtez de voter comme des innocents, puis peut-être qu'un jour, vous pourrez travailler 40 heures pour arriver. Mais les chiffres qui sont sortis cette semaine, qui nous montrent ce qu'on voit là, c'est-à-dire des gens qui travaillent de plus en plus pour essayer d'arriver, puis qui finalement n'arrivent pas tant que ça, dans un pays qui dépense en fou, dans un pays qui a pensé qu'il pouvait challenger les États-Unis dans une guerre commerciale. Là, on a vu les effets de ça pour un deuxième mois. Et ce mois-là est quand même assez critique parce que là, on parle d'une diminution de la richesse totale du Canada de 1,6 %. Pendant ce temps-là, les États-Unis ont augmenté le leur de 3,3 %, puis le mois d'avant a été réajusté par la hausse par en haut aussi. Donc, l'écart, qui était déjà assez gros depuis, je dirais, depuis l'ère Trudeau jusqu'à aujourd'hui, entre les deux pays, ça devient de plus en plus large. Là, ça vient d'être boosté, pas à peu près. On parle de 5 points de différence quand on fait le calcul des deux, ce qui arrive rarement. Là, je veux dire, on est deux économies interreliées. Donc, on est en train de se faire défoncer bien raide.
Les gens sont fâchés que les contre-tarifs finissent aujourd'hui. Ils ne comprennent pas partout ce qui se passe. Je comprends que ce sera... Moi, j'ai toujours dit, un jour, le 51e État n'arrivera pas en négociation et n'arrivera pas avec un référendum puis vous demandez vos feelings. Ça va arriver parce qu'on se sera appauvris nous-mêmes puis on sera juste plus capable de suivre. Moi, les chiffres que j'ai vus vendredi, ça, excuse-moi, là, ça m'a fait capoter, ben raide. Et ça fait rien à personne. Il n'y a personne qui semble shaké par ces chiffres-là au nom de feeling puis d'émotion. Oh, c'est pas grave, on continue. Comment tu as vu ça, ces chiffres-là? Tu interprètes ça comment, toi? Ben, c'est une situation, écoute, qui est quand même initiée depuis longtemps. Là. La couche, ça, c'est la couche qui fait mal par-dessus, c'est l'espèce de elbows up, là. Cette espèce de folie-là. Mais l'appauvrissement versus les États-Unis, ça dure depuis quoi? On avait un revenu disponible à la fin de l'année similaire, il y a quoi, 15 ans, je pense? 15 ans. Avant le mandat de Trudeau. Depuis, c'est ça, avant un écart Trudeau. de quoi, 30-35 %. Donc ça a un impact quand même à la fin de la journée. Là. Les gens réalisaient, parce que la plupart des gens à qui tu fais référence, bon, il y a beaucoup de boomers là-dedans que ça change absolument rien dans leur vie. Là. Ils ont 700-800 000 d'équité sur une maison qu'ils ont payé 20 000 il y a 40 ans. Ils sont retraités. Ben, en fait, oui, ils vont voir. Ceux qui sont à prestation déterminée, ils vont quand même voir qu'avec les mêmes revenus de retraite, ils achètent beaucoup moins. Je pense que ça commence à se parler. D'ailleurs, il commence à avoir une espèce de réveil collectif sur le prix des choses, hein, le coût de la vie en général. Les articles que tu as mentionnés, c'est le cas. Ceux qui en paient le prix, c'est la classe moyenne en général. Là. Puis c'est les plus pauvres. C'est ceux qui ont des actifs, là, ceux qui les actifs immobiliers, puis les boomers aussi ont eu quand même la possibilité et l'opportunité incroyable d'accumuler, par exemple, des portefeuilles d'actions dans un marché haussier ils ont vécu la meilleure période probablement dans l'histoire de l'humanité au niveau des marchés financiers. Là. Les bons ont baissé pendant... Les taux d'intérêt ont baissé pendant 40 ans. Puis pendant la période la plus payante de leur vie, ils ont pu constamment investir dans des actifs qui se sont appréciés fortement. Donc, c'est pas du monde qui sont à plaindre en général. Là. C'est ceux qui sont en situation critique à l'heure actuelle puis qui n'ont pas de chance, c'est ceux qui commencent à travailler dans des bonnes jobs. Mettons, comme tu disais tantôt, mettons deux professionnels ensemble aujourd'hui ne peuvent pas acheter une résidence là, au Québec. Là. C'est quand même incroyable. Ça, c'est jamais arrivé dans l'histoire là, du Québec et du Canada. Là. Pensez-y. Là. C'est jamais arrivé non plus qu'une pinte de bière soit plus chère que le salaire minimum. Là. Ça n'arrivait pas des affaires de même, que les gens ne pouvaient pas luncher avec 1 heure de travail, là, si tu veux. Là. Donc, il y a plein de signaux comme ça qui sont clairs. La guerre, l'espèce de petite game avec les États-Unis, ça fait juste rajouter une couche en dessus. Puis écoute, la pièce de théâtre, Jeff, est absolument démentielle. Là, il y a eu un virage à 180 degrés sur l'histoire du gaz, alors que Trudeau, rappelle-toi, avait reviré à peu près tous les leaders mondiaux qui étaient venus ici demander du gaz naturel à cause que la Russie était plus capable de le fournir, à cause de la guerre. On leur avait dit non, on va vous fournir de l'énergie renouvelable, de l'hydrogène vert. Finalement, virage à 180 degrés, là, on veut développer des terminaux, une place de fou, esti. Ah, mais là, c'est parce qu'on s'est rendu compte que les Américains vendent notre gaz. Oui, mais ça fait 10 ans qu'on le dit, ça. Ça fait 10 ans qu'il y a du monde qui trade le gaz puis le pétrole en le traversant la frontière puis qui l'exporte ailleurs. Je veux dire, ça prend quoi, là? La vraie révolution énergétique depuis 10 ans, il n'y a pas de transition vers l'électrique. Chris, la vraie trade, c'est le LNG partout dans le monde. Il y a des contrats de 100 ans qui sont signés. Puis tu parles de ça ici, non, mais il n'y a pas de marché pour ça, les Mongols du Bloc puis du PQ. Voyons non, mais dans quelle planète vous vivez? Ça a toujours été ça, la trade. Là. Puis ce qui a fait que les États-Unis sont enrichis depuis 10 ans par rapport notamment au reste du monde, mais surtout par rapport à l'Europe, c'est l'énergie abondante. Quand le gaz naturel est à 2 piastres US, quoi, c'est le feet cube, l'énergie est pratiquement gratuite là, pour les data centers, pour les chauffages, pour les... etc. Donc, l'économie, c'est en grande partie l'énergie. Puis tout ce que nous a vendu, la salade qu'on nous a vendue depuis 10 ans de la transition, tout ça, ça n'arrive pas. Ça ne fonctionne pas sur le fond. Oui, marginalement, c'est correct. Mais le Canada ne sera pas un pays d'énergie renouvelable. Ça ne va pas arriver. Là. Et ils font quoi, là? OK, c'est bien beau, mais on ne peut pas être 3 mois de même à perdre, parce que là, on est... C'est quoi? C'est le nombre de... C'est quoi? C'est un trimestre? C'est quoi pour la définition d'une... Deux trimestres à croissance négative. Ça, c'est une récession. Okay. Ben, on est assurément en récession. Là. Autant au Québec qu'au Canada, c'est sûr qu'on l'est. Là. OK, puis on fait quoi?
C'est quoi le... J'essaie de savoir c'est quoi le OK. Mais je veux dire, à date, là, il fait quoi, Carney? C'est quoi le... en Europe, c'est quoi le tu sais, Carney ramasse... C'est sûr qu'il arrive, la baraque est pas mal déjà en feu, là. Donc, il a quand même tempéré certaines... Tu sais, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de promesses, notamment il a promis d'accélérer... Là, il parle d'accélérer des mines, des ports et des railways, là, donc des infrastructures économiques, mettons, majeures. Et tu sais, là, tu vois, il y a une espèce de réinsertion de la taxe carbone sous une autre forme. Donc, toutes les espèces de... Tu sais, toutes les dérives idéologiques de Trudeau, des libéraux 1.0, on les voit quand même, parce que c'est le même monde, c'est le même style avec Trudeau qui est autour de Carney, où il y a des ministres qui ont été promus, d'autres qui ont été tassés. Tu sais, Guilbeault et ces fous-là, ils ont été un peu mis sur le back burner, mais à la base, c'est quand même la même idéologie qui est en marche, qui ne peut pas fonctionner. C'est ça en Europe. C'est l'idéologie, puis c'est les bureaucrates, c'est les technocrates, les petits dictateurs décomplexés comme Carney qui sont en train de cracher l'Europe. Là. C'est toute cette idéologie-là qui est en train... La crise que je t'ai présentée tantôt, là, les différentes facettes, c'est tout du monde comme Carney derrière ça. Là. C'est la même formule qu'ils essayent de faire avec le Canada. Puis là, tu sais, c'est toutes les mêmes... Regarde, Jeff, c'est tous les mêmes sujets. L'Ukraine. Encore une fois, genre, c'est quoi? C'est 2 milliards qu'on a rajouté là-dessus? Puis, tu sais, l'Ukraine, l'espèce de... On est rendu à 22. Ouais, l'espèce de... c'est épouvantable. C'est 1/3 du budget militaire annuel canadien, là. Pense-y, là, avec une armée en lambeaux. Et, tu sais, le narratif de la guerre en Ukraine, en Europe, c'est purement détourner l'attention, là. C'est de projeter un ennemi qui est Poutine et l'Ukraine, et la Russie, qui va rouler sur l'Europe, alors que c'est une guerre hyper localisée, qui est très triste. C'est un conflit local qui n'a pas vraiment d'incidence, en réalité, sur le reste de l'Europe. Alors que l'Europe a des réels problèmes locaux et nationaux, domestiques. Là. Donc, le dernier de leurs soucis, c'est d'envoyer des tanks puis de produire de l'armement et de s'endetter alors qu'ils n'ont pas les moyens. Là. Tu le disais tantôt. Puis Trump a été quand même dans le deal avec potentiel de paix avec entre la Russie et l'Ukraine. Tu as vu que Trump n'a pas parlé de mettre des troupes américaines pour assurer la paix. Il a dit les Européens, vous allez être là. Puis il a même dit aux Chinois, potentiellement, qu'il allait déployer des troupes là, pour avoir une espèce de zone. Ça va finir exactement comme la Corée. Là. Il n'y aura peut-être pas de paix, mais une genre de zone démilitarisée. Puis ça va rester de même exactement le long du fleuve. Comme les gars de sous-sol, les podcasts de sous-sol disaient il y a 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi. Exact. Exactement ça. Mais là, Carney a dit quoi, il y a 3-4 jours? Il dit on a un héritage au Canada, on a un genre d'héritage là, de bâtisseurs. Il dit il faut bâtir des ports, des autoroutes puis des réseaux électriques. Ben, il a raison. Dans le temps, on bâtissait. Je voyais, c'est drôle, le matin, je voyais tu sais, les groupes sur Montréal, Then and Now, les groupes historiques des villes. Là. Puis ils montraient la construction du pont Jacques-Cartier. Penses-tu dans le temps, Jeff, qu'il y a eu... Y a-tu des chroniqueurs de Gazette puis du Journal de Montréal du temps qui s'étaient objectés à ça, tu penses, quand ils ont construit le pont Jacques-Cartier? Non. Les ponts se construisaient, puis il n'y avait pas de questionnement là-dessus. Là, alors qu'aujourd'hui, puis ça m'amène à mon autre sujet, ce que j'appelle... J'ai trouvé une autre expression que vous pouvez utiliser à souhait, à volonté, sans mention de la source. J'appelle ça la radicalisation tranquille du discours sur l'environnement. Et on le voit depuis ça aussi 10 ans. Ce qui est commencé comme peut-être un concern. Tout le monde, personne n'est contre l'environnement. Personne ne veut que ça pollue, tout le monde veut faire attention. Puis plus une société s'enrichit, généralement, plus les gens font attention à l'environnement. Par contre, ce qu'on voit depuis 10 ans, c'est une radicalisation constante et linéaire, si tu veux, des moyens qu'on veut utiliser. Ça a commencé avec bon, OK, on va mettre la bourse du carbone. Après ça, c'est venu avec l'électrification progressive. Rappelle-toi, les véhicules électriques, ça va être progressif. Alors que là, tu lis, je pense que c'est Équiterre ce matin qui disent l'électrification, finalement, puis on l'avait toujours calé. Finalement, la voiture électrique, ça ne sera jamais assez. Ce qu'ils veulent, c'est la fin de la voiture individuelle. C'est la mise en commun des modes de transport. C'est aussi le contrôle étatique de tout le transport. Regarde ce qu'il demande, Équiterre. Il demande une preuve d'emploi pour avoir genre une camionnette. Là, pour que tu prouves que tu es genre de... écoute, fille, quand tu achètes un pick-up à 130, 140 000, c'est parce que tu as un emploi puis t'en as besoin. Là. Le monde n'achète pas ça pour le fun. Tu sais, c'est complètement débile. Ils veulent une enquête. Faut que tu ailles voir un fond. Tu expliques que tu en as besoin. Ouais.
Ensuite, ils veulent enlever la publicité sur les SUV. Ouais, ben c'est l'espèce de... Les familles aussi. Les familles aussi. Il va falloir voir si les familles ont vraiment besoin d'une grosse voiture. Donc, il va falloir qu'ils prouvent qu'ils ont besoin d'une grosse voiture. Non, ils sont complètement dingues. La publicité sur les véhicules, ils utilisent la même angle qu'avec les cigarettes. Puis aussi, maintenant, l'angle anti-voiture de la guerre à l'auto, tu remarqueras leur discours, c'est un discours de sécurité. Genre, dans les villes, il y a des gens qui se font frapper. Ah oui, Chris, il y a 4 millions de personnes dans la zone métro de Montréal. C'est sûr qu'il y en a qui se fait frapper de temps en temps. Là. Puis là, ils parlent de limiter, voire interdire la circulation de transit. Ça veut dire que tu peux pas passer dans un quartier si tu y habites pas, Jeff. Fait que dans le fond, ils veulent comme limiter à l'extérieur des villes et des autoroutes. Déjà, on gère ça comment? Tout bloqué. Ben, ils veulent pas qu'il y ait de circulation d'un quartier à l'autre. Puis tu regardes, là, puis la santé publique est là-dedans. Alors, il n'y a aucun rapport là-dedans. Tous les petits maires communistes, les activistes de toute cette espèce de complexe militaro-industriel des ONG communistes comme Équiterre, ils répètent toute cette salade-là là, actuellement de la circulation de transit. Fait que tout ça, là, c'est clair, mais non, il n'y a pas de guerre à l'auto, finalement. Ça n'existe pas, ça. Là. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. Luc Dupont, qui est prof. Connaissez Luc. Luc est avec Gilles Parent des tonnes de fois. OK? Prof, Université d'Ottawa. Également conférencier. Luc est un gars de la région de Québec. Un moulin à paroles, mais beaucoup d'affaires à raconter. On parle de l'état des médias et des nouvelles plateformes avec Luc pendant quelques minutes, ici même sur Radio Pirate Live. Hey, qu'est-ce qui arrive avec toi, Luc? Raconte-nous un peu. Es-tu toujours aussi actif plus que jamais? Je comprends que tu ne seras jamais un gars à s'asseoir sur tes mains, là. Mais je veux dire, est-ce que ça a changé? Tu es toujours à l'Université d'Ottawa? C'est toujours la même chose? C'est toujours à la même place? Raconte un peu où tu es rendu, parce que les gens qui se demandent... la majorité des gens connaissent Luc, là, mais Luc a été avec Gilles Parent longtemps, fait encore des podcasts de temps à autre avec Gilles. Tu fais tes choses de ton côté aussi, donc tu es tout partout. Dans plusieurs médias, on peut te voir. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, ou t'as diminué, t'as augmenté? Qu'est-ce qui a changé ou qui n'a pas changé? C'est à peu près la même cadence. Donc, j'enseigne. J'ai même enseigné. J'ai terminé un cours ce printemps-ci. J'enseignais session printemps-été. J'aime encore assez ça pour enseigner l'été. Ça, si on ne connaît pas le domaine de l'enseignement, un prof d'université qui enseigne l'été, ça dit quelque chose. Mettons, sans dire quelque chose, ça dit quelque chose. Le nom dit. Donc, j'enseigne toujours. D'ailleurs, je recommence mardi de la semaine prochaine, déjà. Début septembre, j'ai le cours de relations publiques et j'ai le cours de publicité aussi. Et dans les deux cas, très populaire, sans surprise. Très d'actualité aussi, parce qu'au fond, tout est relations publiques. Je voyais Taylor Swift qui a annoncé ses fiançailles sur Instagram et son prochain album durant un podcast, d'ailleurs. Oui. Puis on va parler de cette industrie-là. Quel coup de grâce, pareil. Hein? Quand on voit ces événements-là, Luc, de voir... Oui, tu es encore à la même place. Oui, tu fais les mêmes cours. Oui, tu aimes encore enseigner. Mais... comment tout ce que tu enseignes aux jeunes, toute ta matière a dû complètement être chambardée quasiment aux 5 ans depuis qu'on te connaît, depuis que tu nous racontes des affaires. Le marketing du temps et le marketing aujourd'hui, c'est deux mondes. C'est complètement... Écoute, le coup que tu parles là, Taylor Swift, les deux coups qu'elle a donnés. Je peux croire que PKP braille comme de quoi que ça prend de l'argent pour se sauver, mais je veux dire, quand les organisations politiques, les artistes, les équipes de sport passent maintenant directement par les réseaux sociaux et les plateformes pour faire leur annonce sans convoquer aucune conférence de presse et que l'impact est probablement 10 fois plus gros que s'il l'avait fait comme c'était avant, je veux dire, c'est un chambardement pour toi, qui est un spécialiste de ça, t'as-tu déjà pensé que ce qui arrive pouvait arriver? Ce que j'avais compris au début, et la réalité, c'est que dans les premières années, on pouvait grosso modo, du côté des médias à tout le moins, donner sensiblement le même cours, puis personne ne nous attrapait là, en disant « D'après moi, tu l'as préparé il y a quelques années, celui-là. » Alors que là, j'ai un cours de culture pop où, justement, je m'intéresse à ces phénomènes-là. On fait Star Wars, on fait Marvel, on fait la publicité. On fait évidemment les super-héros, on fait la télé-réalité. Et c'est drôle parce que
longtemps, durant les années qui précèdent, j'avais l'habitude d'inscrire le nom du groupe à la mode du moment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je voulais leur expliquer c'est quoi la culture pop, puis je leur dis, mettons, c'est Beyoncé. Exact. Puis à un moment donné, je m'aperçois que à chaque session, il fallait que je change le nom parce que le groupe à la mode ou la personne à la mode, c'était déjà plus ce qui s'était passé il y a 6 mois. Donc, pour répondre à ta question, Jeff, oui, il faut constamment garder l'œil sur l'actualité. Puis, effectivement, on est dans une révolution extraordinairement importante. D'ailleurs, cet été, elle a mimé pour la première fois et dans l'histoire de la télévision. Les gens ont passé plus de temps sur les plateformes de streaming que sur la télévision traditionnelle. Exact. Et ça, c'est une nouvelle qui est passée relativement inaperçue. C'est Nielsen qui est évidemment l'incontournable du côté de ces firmes-là pour faire cette Mais on annonce-là. l'a dit à Radio Pirate, c'est le genre d'affaires qu'on aime jaser. On l'a dit à Radio Pirate il y a quelques semaines quand c'est arrivé. Puis effectivement. Mais c'était inévitable, hein, en passant. C'est sûr que ça allait arriver là. On se le demandait juste quand, là, et là, c'est arrivé. Oui, puis d'ailleurs, c'est la beauté de parler à l'auditoire de Radio Pirate. Évidemment, par déformation, vous êtes familier avec ça. Si je parle de DAZN, vous dites « Ah oui, ça me dit quelque chose. Hein? C'est le sport, 24 heures sur 24, une méchante bonne plateforme, soit dit en passant. » Si on parle de Paramount, dans d'autres cas, ça va m'arriver qu'on va me dire « Après, c'était quoi Paramount? Peux-tu expliquer? » Alors qu'évidemment, dans notre cas, on a compris que c'est la UFC dorénavant qui va présenter les shows en fait, Paramount qui va présenter les shows de la UFC. Puis ce qui est assez remarquable, c'est que c'est la fin du pay-per-view, de télévision à la carte, parce que ça, c'était le modèle historique, parce qu'à une autre époque, je rappelle qu'au tout début de la UFC, il n'y avait pas de catégorie. Donc, un gars de 150 livres pouvait se battre avec un gars de 350 livres. Et c'est arrivé souvent, là, c'est pas anecdotique, là, c'est arrivé souvent. Pour le petit curieux qui nous écoute sur YouTube, vous avez les premiers galas de la UFC, c'était sanglant. Alors, évidemment, il n'avait pas accès à la télévision traditionnelle à cause d'un politicien qui s'appelle McCain, qui a voulu momentanément d'ailleurs devenir président des États-Unis, puis qui n'a pas réussi. C'est Barack Obama qui l'a battu cette fois-là. Mais lui avait réussi à s'assurer que la UFC soit jamais présentée dans mainstream, exact. Jusqu'au moment où, évidemment, la UFC, pour contourner cet obstacle-là, a dit, on va faire du pay-per-view. Donc, ça, c'est pas assujetti à ces lois-là. Puis 2, éventuellement, on fera quelque chose qui ressemblera à une télé-réalité sur la UFC. Ça, on pourra présenter ça à Fox Sports, puis à d'autres stations, éventuellement. Donc, j'y reviens là-dessus. Ça a énormément changé. Alors, dans l'enseignement, ça m'oblige à m'ajuster. Et je donne toujours les conférences aussi. Évidemment. D'ailleurs, l'an passé, j'ai refait à nouveau la cage. Sur les conférences, je veux te parler des conférences. Est-ce que tes clients, j'imagine que tu as de la récurrence là-dedans, donc tu les revois de temps à autre. Est-ce qu'il y a, puis on va parler des médias en général, là, puis ça implique beaucoup de compagnies, pas juste les médias. C'est quand même un changement de paradigme à tous les niveaux pour tout le monde. OK? Comment j'achète la pub, comment je rejoins mon monde, comment... c'est rendu très compliqué. Puis je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu perdus là-dedans. Est-ce que tu as l'impression que les gens sont capables de suivre le rythme des changements qui arrivent en ce moment? Est-ce qu'ils sont capables de suivre ce rythme-là? Est-ce qu'ils sont capables d'avoir dans l'organisation quelqu'un qui est allumé pour savoir, OK, là, ce qu'on faisait il y a 2 ans, il faut le changer, il faut le faire différemment? Est-ce que tout le monde est capable de suivre? Est-ce qu'ils sont capables d'amener des jeunes ou même des jeunes, parce que il ne faut pas juste être jeune, il faut être bon dans l'univers actuel. Est-ce que tu sens un certain... tu sais que les propriétaires de business sont un peu dépourvus avec ce qui arrive? Est-ce que tu les sens paniquer un peu? Je pense que ça va très vite. Effectivement, pendant longtemps, sur le plan du placement média, la stratégie, c'était de prendre le programme de l'année précédente. Oui. Le calendrier de l'année précédente, puis de faire une copie de ça. Ça m'est arrivé, d'ailleurs, en consultation, de voir des placements absolument inexplicables. J'ai souvenir, entre autres, d'une entreprise qui mettait beaucoup de fric dans le hockey, justement. Et je ne voyais pas le lien parce que c'était pas le public. Il y avait aucun... c'était inexplicable, en fait. Et là, ce qu'on m'expliquait, c'est celui qui s'occupe du placement média aime beaucoup le hockey. Alors ça peut pas être l'explication, évidemment. Puis c'était un bon montant. On n'était pas loin du million. Là. Donc, je veux bien croire qu'il aimait le hockey, mais ça peut pas justifier ce genre de truc-là. Alors, est-ce que ça va tellement vite que les gens ne sont plus capables de suivre? Je crois que oui.
Parce que là, c'est quoi, quel pourcentage de ton placement média tu mets en télévision traditionnelle, par exemple, à l'intérieur de la télévision traditionnelle, la télévision spécialisée et la télévision généraliste. Déjà, c'est un autre problème. Qu'est-ce que tu fais avec les podcasts? Comment tu les évalues? Puis je reviens à Taylor Swift parce que c'est un bel exemple. Elle est en train de nous montrer le chemin. Taylor Swift nous a dit, la meilleure façon d'annoncer mon prochain album, évidemment, on me dira, il y a des liens de parenté là, avec le podcast où elle a annoncé tout ça, des liens d'amour aussi. Mais on s'entend qu'il y a 15 ans, elle l'aurait annoncé à la télévision généraliste dans un show de fin de soirée. Fait que je colle ça. C'est pour ça que j'ai trouvé l'été extraordinaire. Moi, c'est excitant sur le plan média. Tu sais, je colle ça à la fin de Stern. Oui. Au fond, qui a été remplacé par Joe Rogan, si on cherche la réponse, avec un autre style aussi et une autre plateforme, parce que si on change de paradigme, on change de plateforme. De la même manière que si on change le modèle d'affaires des médias, on change les médias. Alors, j'ai souvenir d'une époque, il y a 20 ans, où on était dépendant quasi exclusivement des abonnements et des lecteurs qui achetaient ton journal papier et qui la publicité aussi, donc les annonceurs. Alors que là, la réalité, c'est que le vrai patron, c'est peut-être plus l'annonceur, c'est peut-être pas le lecteur non plus, en tout cas pas dans sa forme historique. C'est peut-être plus, le gouvernement. Alors ça, c'est un exemple où là, le média va changer. Et je reviens à Taylor Swift, en nous disant que c'est podcast, et Trump, en gagnant l'élection et en misant sur podcast, ça en fait comme deux qui viennent nous dire que c'est important. Et je vais te donner un chiffre québécois, Jeff. Je parle évidemment souvent avec Bruno Guglielminetti, que tu connais bien. D'ailleurs, qui au moment de ton aventure initiale a été un des rares, je crois, à moins que je me trompe, à te dire « Je comprends ce que tu vas faire ». Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont compris ça. D'après moi, c'est une main. Est-ce que tu sais que cette entrevue-là traîne encore sur le web? Et j'avais parlé avec Bruno que dans quelques années, tout le monde aurait quelque chose dans leurs mains et le centre des activités culturelles que ces gens-là auraient, tout ce qu'ils écoutent va passer par ce qu'il y avait dans les mains. On parlait de ça en 2005. Donc, on n'avait pas encore d'idée. On était encore sur le BlackBerry. Personne avait... Apple ne laissait pas couler beaucoup d'informations sur ce qui s'en venait. Donc, on avait déjà un bon pif à ce moment-là. Puis, on l'a dit un peu à l'avance. Mais sérieusement, on ne pensait jamais que ça allait venir vite de même. Jamais, jamais, jamais. Là, c'est un shakeage, je crois, incroyable là, de voir comment tout ça a changé. Oui, c'est énorme. Je prends l'exemple de Bruno Guglielminetti. Fréquemment, avec son bulletin de nouvelles, qu'il dépose sur TikTok, il génère plus d'1 million de vues. Et dans un cas en particulier, il me racontait, il est allé visiter Ferrari, parce que, en fait, en lien avec Amazon, il a fait un petit tour en Europe et Ferrari maintenant réfléchit à l'intelligence artificielle pour fabriquer des chars. Quand même, ça montre où est-ce qu'on est rendu et comment ça bouge vite. Et il me disait que dans ce cas-ci, il avait frisé le 2 millions de vues sur ce topo-là. Bien, la réalité, là, c'est que des bulletins de nouvelles au Québec qui sont vus par près de 2 millions de personnes, en réalité, il y en a zéro. Ça n'existe plus depuis très longtemps. En d'autres mots, ça veut dire que le bulletin de nouvelles le plus écouté, tu me diras, il est dans le domaine des technologies un petit peu plus pointu, effectivement, un petit peu plus ciblé, oui, un petit peu plus granulaire. Ça veut dire que c'est lui. Fait que et on peut prendre comme ça des exemples ad vitam aeternam de comment ça va vite. Alors, je reviens à ta question. S'ajuster à ça, c'est super difficile. De la même manière que j'ai souvenir au début des années 90, j'étais chez Cossette, puis on se posait la question, parce que dans le temps, souvenons-nous que momentanément, l'édifice sportif dans lequel il y avait le plus de publicité en Amérique du Nord, on ne parle pas d'une légende urbaine ici, c'était le Colisée. À un moment donné, évidemment, les gens des Nordiques avaient dit comment ça vaut une bande de patinoire? Parce que nous, on veut le vendre à l'annonceur. Et là, on avait dit, on va essayer de concocter une méthode pour donner de la valeur à une bande de patinoire. Et alors, tu devines qu'on avait en fait rémunéré, payé des gens pour regarder un match au complet avec un chronomètre, en se disant, l'annonce de Bell ou de O'Keeffe, elle va passer combien de temps à l'écran? Puis à la fin, on va tout colliger ça. Puis l'autre chose qu'on va faire aussi, c'est qu'en sortant du Colisée, on va apostropher une centaine, 150, 200 personnes, puis on va leur demander les bandes dont ils se souviennent d'avoir vu. Et c'est là d'ailleurs qu'on avait constaté qu'à Montréal,
les gens juraient qu'ils avaient vu la pub du Journal de Montréal, même si elle n'était pas à l'époque sur la bande. Ça veut dire que le Journal de Montréal était tellement associé au sport et aux Canadiens, qu'on faisait le lien automatique. Alors, dans le temps, on trouvait que c'était difficile de donner de la valeur à une nouvelle plateforme. Imagine aujourd'hui avec le podcast. C'est la même chose. Ouais. C'est le même genre de difficulté. Oui, exact. Cette semaine, on a eu, puis je n'ai parlé avec Gilles aussi, on était dans un podcast où vous allez être entendu la même journée, puis j'ai demandé à Gilles, qui connaît bien PKP, sa réaction, parce que PKP donne un peu l'impression d'être souvent victime. Quelqu'un qui a travaillé avec lui très proche, puis avec qui je jase quasiment quotidiennement, me dit, avec qui il a encore de très bonnes relations, mais il dit, le gros problème de PKP, c'est que justement, c'est toujours la faute des autres, c'est rarement de se regarder et de s'ajuster à ce qui s'en vient. Mais en tout cas, le cri du cœur qu'il a lancé cette semaine, qui n'est pas la première fois, mais là, à chaque fois, c'est comme pire parce que les chiffres sont de pire en pire. Donc, pour lui, ça devient de plus en plus une question de temps. Comment ils font? C'est, mettons qu'on a à parler aux gens de l'industrie, comme PKP ou d'autres, des propriétaires de stations de radio au Québec, au Canada. Donc, propriétaires de stations de télévision qui ont des chaînes de nouvelles, qui ont des chaînes de sport, qui ont des chaînes... Comment on fait pour s'adapter et survivre là-dedans sans que... Parce que là, on dirait que leur seule option, c'est de demander de l'argent au gouvernement. Puis ça, je veux dire, ça devient un peu bizarre parce que une des raisons pourquoi ils ont de la difficulté, c'est que les commanditaires sont rendus ailleurs. Et la raison pourquoi les commanditaires sont ailleurs, t'as bien beau me dire, j'ai 45 parts de marché, mais j'ai 45 parts de marché avec beaucoup moins de monde. Donc, 45 parts de marché de 2 millions de personnes qui écoutent la télévision traditionnelle comparativement à 45 parts de 500 000 ou 400 000 qui restent. Ce n'est pas les mêmes 45 parts. Donc, le problème est là. Et les acheteurs de pubs ont détecté qu'il était mieux de mettre toute la pub dans des ad servers que de finalement mettre ça dans les médias traditionnels. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part de demander? Est-ce qu'ils peuvent s'adapter à ça? Est-ce qu'ils sont capables d'utiliser les nouvelles technologies pour se réinventer? Est-ce qu'ils doivent, à un moment donné, couper leur lien avec le câble qui, finalement, les emprisonne dans un système qui est révolu, puis c'est ça qui fait qu'ils ne peuvent pas se libérer de ce système-là. Puis je comprends qu'il y a un peu d'argent de relié à ça encore. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Oui, ma réponse courte, c'est un phénomène évidemment qu'on observe partout à l'échelle planétaire. ESPN a lancé la semaine dernière son ESPN Plus, a perdu 40 % de ses abonnés en 10 ans. Alors 40 % en français, c'est 40 millions de personnes qui payaient X dollars à chaque mois. Je pense ça, que maintenant, x12 par la suite. Pour ESPN, dans la base du câble, c'était le plus payant, je pense, et de loin le plus payant. Je pense que c'était 5,50 $ par abonné du câble par mois. Donc, fais le calcul. Oui. Alors, donc, c'est un phénomène qui est mondial, mais si tu me disais demain matin, qu'est-ce qu'on fait? Puis, tu as vu les chiffres cet été qui sont sortis au Québec. Chez les 15-29 ans, consomment majoritairement du contenu québécois. Le chiffre, c'est 8 %. Oh. Donc, ce qu'on est en train... c'est fini. On est en train de les perdre. C'est ça qui est en train de se passer. Maintenant, concrètement, ce que je ferais, parce que je crois qu'il y a des choses qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas. Je vais t'en donner. C'est drôle que tu me poses cette question-là. Je m'amusais à faire la liste. Comment ça que TVA Sport n'est pas diffusé en direct sur YouTube 24 heures sur 24? Ça, c'est ma première. OK? OK, ça, c'est ma première. Oui, mais ils sont pognés avec leur entente de câble. Avec leur propre câble qui est Vidéotron ou avec Bell ou avec Cogeco. Ils sont pognés. On dirait qu'ils sont comme... Bloomberg le fait. Oui. Hein, Bloomberg, je vois Jerry. Jerry, c'est ça. Le soir, c'est entre deux cafés ou peut-être après le souper. Ça s'écoute bien. Donc, de plus en plus, c'est ce qui va arriver avec les stations. Ça, je viens de t'en donner un. Évidemment, à chacune des réponses aussi, on pourrait me répondre... Pour des raisons politiques, on ne pourra pas le faire. Alors, si on ne fait pas ça, on est cuit. Je t'en donne un autre. Mais juste un petit mot par rapport aux plateformes, à YouTube. Là. Mon fils, qui a 32 ans, lui, il sait depuis quoi? Depuis 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Lui, il a le YouTube Premium, là, avec sans publicité. Là, oui, ce que j'ai aussi. Oui. Et presque toute son écoute... Bon, oui, il y a du Netflix à travers, il y a quelques affaires à travers, là, mais presque toute son écoute est sur YouTube. Oui. C'est incroyable. Oui, et encore là, je m'amuse aussi parce que à partir du moment où vous regardez une entrevue qui a été déposée, par exemple de Cube, pour prendre un exemple, ou de TVA,
évidemment, l'algorithme te dit « Ah, je vais t'en suggérer un autre je vais t'en suggérer un autre de TVA. » Il m'est arrivé de voir un nombre de clics ou d'écoutes supérieur probablement à ce qui s'est passé en direct. Donc, ma deuxième, c'est toutes les entrevues devraient être déposées sur YouTube. Ça, c'est ma deuxième. Ma troisième, comment ça se fait que quand j'arrive sur le site d'Amazon, je m'en fâche pas dans un lien TVA? Là, on va me dire « Ah, on peut pas faire ça! » Ben, cet été, en France, un des plus gros joueurs de la télévision a dit, ben, si c'est ça le point de contact des plus jeunes, on n'a pas le choix, il faut travailler avec Amazon. Puis ils ont établi un partenariat, puis tu arrives sur Amazon, puis à tout le moins, au moins, tu me diras, ça garantit-tu l'écoute? Non, ça ne la garantira jamais, parce qu'il y a aussi le contenant puis le contenu. Évidemment, c'est deux choses. Il y a le tuyau, puis il y a ce qu'il y a dans le tuyau. Mais au moins, momentanément, tu existes. Je t'en donne une quatrième. Donc, le premier, c'était YouTube, devrait être en direct. 2, Amazon. 3, les entrevues devraient être déposées là-dessus. Je parlais à quelqu'un récemment, on parlait d'ESPN+, il y a 2 instants, Jeff. Oui. TVA a une application, TVA+. Je m'en fâche jamais dedans. Je la vois pas nulle part. Est-ce qu'elle a été promotée, comme on disait dans le temps, là, pour parler de la lutte ou de la boxe plutôt? Je le sais pas. Puis ce qu'on m'a expliqué, c'est que si tu la regardais, ben des fois, il y a des shows avec des droits, donc momentanément, c'est pas retransmis. Mais en tout cas, c'est que si ESPN pense que le futur, c'est ça, ils sont pas sûrs d'ailleurs que ça va marcher, ESPN. Là, hein? Ils l'ont reconnu, d'autant plus que c'est quoi? C'est 29,95 par mois. Exact. Je pense que c'est un petit peu cher. Mais c'est les 11 stations de ESPN. Oui, mais t'as peu, 29,95, c'est pas le package aussi avec toute la patente de... il n'y avait pas Hulu là-dedans, Disney, puis toute la patente à ce prix-là? Je crois que c'est les 11 stations, les variantes de ESPN avec le ESPN Université, ESPN... ça, je savais pas d'ailleurs qu'il y avait... puis je parle pas de, en fait, université, les sports universitaires et tout ça. Puis je vais te donner le dernier. Je pense que c'est le plus important. Illico, il est disponible à partir de la plateforme de Vidéotron. Est-ce que je me trompe? Oui. En fait, c'est ça, parce que c'est ça que j'ai à la maison. OK, je suis client de Bell. Est-ce que j'ai Illico? Non. The Crave. Alors, tu vois, oui, évidemment, je le sais qu'ils ne s'aiment pas. Je le sais qu'ils se détestent à mort. À mort. D'ailleurs, en passant, on ne sait toujours pas qui va diffuser le hockey en français de la Ligue nationale. Pas cette année, mais dans l'autre contrat qui débute l'autre saison. En passant. Mais je reviens là-dessus. Alors là, on va me répondre, ouais, mais c'est à nous autres, Illico. On ne le partage pas. Ouais, ça, c'est pas beau, là. Ben, le plus proche de quelque chose qui ressemblerait à la modernité, parce que c'est de ça dont on est en train de parler en passant, ben, ça serait quelque chose comme ça. Mais si à chaque fois la réponse c'est on peut pas le faire, ça. Ben, t'es mort. T'es mort. T'es mort. Fait que je t'en donne 5. Je t'en trouverais 15 faciles. Oh, oui, je sais. Mais c'est les plus importants. C'est les plus faciles. Et Illico, je crois qu'il est central. Parce que ça, c'est l'autre question qu'on a posée aussi, c'est pourcentage de Québécois abonnés à une plateforme de streaming, appelons-la étrangère, versus pourcentage de Québécois abonnés à une plateforme de streaming québécoise. Et c'est du simple au triple. Hein? C'est-à-dire que c'est à peu près 3/4 des gens au Québec, plateforme étrangère, à peu près 28, je te le donne, 28-29% plateforme québécoise. Fait que là aussi, il y a un danger. En d'autres mots, moi, quand dans mes cours, là, ça m'arrive, je m'échappe, là. Je dis, avez-vous regardé hier à la télévision tel show? Oui. Puis là, je vois mes étudiants, ils me regardent, puis là, ils me font... T'as parlé en chinois, là. T'as parlé en chinois, c'est sûr. Ils me font la face du... En fait, je les vois, puis qui disent, hey, le prof regarde encore la télévision. Ouais. Il est vraiment spécial. Là, j'ai un coup de vieux à cette fois-là, à chaque fois. Mais ils ont regardé le mime. Donc, en d'autres mots, il faut s'adapter. Puis je parle du mime, c'est pas par accident. Autre stat qui m'a renversé cet été, on en a eu pas mal, vraiment dans l'actualité. Je suis en train de vous les défiler en ligne vite, sans pour autant donner les chiffres très, très précis. Là, mais les jeunes s'intéressent moins au sport qu'avant. Nous autres, là, les trois là, qu'on est en train de se parler, je vous écoute juste assez souvent pour savoir qu'on est trois malades de sport. Oui, exact. Puis dans le biberon, il n'y avait pas du lait. Il y avait du sport. Exact. Quand on était petit. Mais la nouvelle génération... Ils sont plus là, pantoute. Fait que ça aussi, c'est un autre problème. C'est que si ça, c'était la locomotive de la télévision spécialisée, le sport, c'est ce qui garde en vie encore une grosse partie de cette industrie-là.
imagine la suite des choses. Si vous voulez plus de Luc Dupont, 1h15 avec Luc sur la version Prime de Radio Pirate. Je le sais, je suis tannant, mais c'est ça, c'est la vérité, regarde. On jase. Vous voulez plus? Gênez-vous pas, allez vous inscrire sur radiopirate.com. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com